D'abord, je pense que tu vas dire, ouais, vous êtes une néobanque, donc vos clients, ils sont jeunes, ils sont urbains, et ils utilisent N26 pour voyager ou pour acheter de la Ouais, crypto. T'aurais dit ça, hein? ça, ouais. Ouais. Bah non, pas du tout. Aujourd'hui, on a 40% de nos clients qui ont plus de 35 ans. Ok, intéressant ça. Et d'ailleurs, c'est quoi les crypto-monnaies qui sont les privilégiées par vos clients? Beaucoup de Bitcoin, hein, de façon assez intéressante. En France, c'est à peu près 25%, mais quand tu compares en Espagne et en Allemagne, c'est encore plus, genre 35%. Donc tu sens que les Français, du coup, Pendant longtemps, ça a été très compliqué. Beaucoup de gens ont vu leur compte fermé. Beaucoup de banques étaient très réticentes. et quand l'argent arrive, tu ne sais pas d'où vient l'argent. Donc tu as des obligations de vigilance en tant que banquier qui te coûtent beaucoup d'argent en fait, parce que ça veut dire qu'il y a des équipes derrière qui vont regarder ce qui se passe sur le compte. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement coûteuses et obligatoires pour les banques. Et ça explique pourquoi il y a pas mal de banques qui se disent franchement, c'est compliqué, c'est plus simple de ne pas avoir ce sujet-là et d'empêcher de bloquer ou de fermer les comptes qui font principalement ça. Jérémy Rosselli est le General Manager France et Benelux chez N26 depuis 2016. Il y a lancé l'une des banques mobiles à la croissance la plus rapide en Europe, structurant une équipe de haut niveau, marketing, opérations, conformité, etc., et développant la clientèle de zéro à plus de 3 millions d'utilisateurs. Avant N26, il a joué un rôle clé chez Burger King en Europe et au Moyen-Orient, en dirigeant l'expansion dans plusieurs pays. Il a aussi débuté sa carrière en finance chez Oakpoint et HSBC, où il a participé à d'importantes opérations de fusion-acquisition. Je me souviens quand j'ai commencé il y a 10 ans, enfin il y a 8 ans, on nous prenait pour des ados un peu turbulents, mais on nous regardait, les choses vont pas changer. Alors forcément, j'étais là pour faire bouger les choses. Eux, ils nous disaient de toute façon, les choses ne bougeront pas. La réalité est un peu entre les deux, c'est-à-dire que les choses ont commencé à bouger et tu vas avoir un phénomène d'accélération. Ils sont obligés de se poser des questions. Tu vas avoir une convergence à un moment ou à un autre. Bonjour Jérémy, Salut, bienvenue sur le podcast de Cryptost. merci. Un plaisir de te recevoir. Merci pour l'invitation. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de sujets. On va parler de comment est-ce que les banques traitent le sujet des crypto-monnaies, comment est-ce qu'ils voient aussi l'arrivée de nouveaux acteurs un peu plus crypto-natifs. Et puis on va parler de tout un tas d'autres sujets autour de la crypto et autour du secteur bancaire. Je te laisse te présenter déjà un petit peu dans un premier temps. Alors, je suis Jérémy, je suis DG de N26 en France et au Benelux. Qu'est-ce qu'N26 peut-être? Donc c'est un des pionniers de la néobanque en Europe. Aujourd'hui, on a plus de 10 millions de clients en Europe. En France aussi, on fait partie des plus gros acteurs avec plus de 3 millions de clients. Bien entendu, nous, notre approche, ça reste de la banque du quotidien au départ, hein. Donc vraiment, comment est-ce qu'on est capable de proposer de la banque pour l'ensemble de nos clients et qui fonctionne très très bien. Donc forcément, ça parlera beaucoup aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Mais de manière plus générale, c'est tout ce qui se fait de mieux en termes de banque digitale, hein. Donc vous pouvez tout faire depuis votre téléphone mobile, ouvrir le compte, bien entendu, faire vos transactions au quotidien, mais aussi acheter des cryptos, aussi faire du trading, faire de l'épargne. Donc vraiment aujourd'hui, on a élargi notre offre et ça permet aux clients de faire tout ce dont ils ont besoin avec leur compte N26. Ok, et si on va un peu plus sur le côté crypto, depuis quand est-ce que c'est disponible sur Alors c'est N26? disponible depuis 1 an en France, ça fait 2 ans dans certains pays d'Europe, mais on lance les pays à différentes fréquences pour plein de raisons, notamment réglementaires. Et donc on a lancé il y a seulement 1 an en France. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les étapes pour pouvoir proposer, pour qu'une banque, une néobanque dans ce cas-là, puisse proposer de l'achat et de la vente de crypto-monnaies, puisque beaucoup de banques ont été ou sont encore toujours ont beaucoup de mal à proposer ce type de service-là, ont peur de pas mal de choses. Mais vous, déjà dans les classements, je crois déjà en 2020-2021, je sais qu'en France, il y avait Bitcoin.fr notamment qui mettait en place un système de classement des banques les plus crypto-friendly, et on voyait très souvent N26 en haut de classement. Alors je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que ce qui est intéressant, c'est peut-être aussi d'expliquer de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est des sujets qu'on regardait depuis très longtemps. Alors moi, ça fait 8 ans et demi que je suis chez N26. Depuis le premier jour où je suis arrivé, enfin, j'étais déjà dans l'écosystème avant. On regardait déjà les cryptos, les ingénieurs, ils voulaient aussi s'intéresser à ces sujets-là. La réalité, c'est qu'on n'avait pas nécessairement une demande de nos clients. Parce que nous, notre offre s'adresse vraiment aux clients qui cherchent de la banque simple depuis leur téléphone mobile. Donc pendant pas mal d'années, en fait,
c'était plutôt, on n'avait pas nécessairement la demande de nos clients. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas lancé plus tôt. D'abord, il fallait d'abord qu'on ait la demande de nos clients. Donc on a commencé à voir ça depuis 2-3 ans. Donc ça arrivait avec et le Covid et le prix du Bitcoin qui a commencé à vraiment exploser et le fait que les gens aient le temps aussi pendant cette période-là. Donc on a commencé à avoir pas mal de demandes de nos clients. Donc c'est là où on a commencé à se poser ces questions-là. Ensuite, ce qui est intéressant de regarder, c'est que nous, on est une boîte de tech, hein, on se définit vraiment comme une boîte de tech qui fait de la banque. Donc la question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on le fait nous-mêmes ou est-ce qu'on le fait avec un partenaire? Nous, notre approche sur ces sujets-là, que ce soit la crypto ou d'autres sujets, c'est est-ce qu'il vaut mieux qu'on le fasse nous-mêmes ou est-ce que finalement, il y a peut-être un acteur sur le marché qui fait les choses plutôt bien? Et donc on regarde systématiquement ce qui se passe. C'est vrai pour la crypto, c'est vrai pour l'ensemble des sujets. Et quand on a commencé à regarder pour la crypto, on s'est rendu compte qu'il y avait un acteur qui s'appelle Bitpanda, qui est quand même connu et réglementé, qui était plutôt qui était la référence, mais surtout qui pour nous était vraiment une bonne adéquation avec nos besoins. Comment est-ce qu'on raisonne? On raisonne d'abord, est-ce qu'il y a un acteur qui est d'abord réglementé, hein, parce qu'on est dans de la banque, donc il faut faire attention, et je pense qu'on en discutera un petit peu. C'est le nerf de la guerre de tous les acteurs, et encore plus aujourd'hui. Donc vraiment, quel est le bon acteur réglementé? Quelle est la bonne couverture géographique? Parce qu'aujourd'hui, N26, on est présent dans 24 pays européens, donc c'est aussi important d'avoir le bon partenaire qui est capable de nous accompagner. Et aussi, la dernière chose, qu'on voit pas nécessairement, mais qui est la première étape en fait pour nous, c'est d'abord les techs qui se parlent ensemble pour savoir est-ce que ça va fonctionner avec les techs, parce qu'on peut négocier tous les contrats de la Terre, si derrière les techs ils sont pas contents, il va pas y avoir la bonne API, ça va pas fonctionner, ça sert à rien de même de déclencher le projet. Donc ils se sont parlé, ça fonctionne plutôt bien en termes de stack, donc tout fonctionne plutôt vraiment bien entre les deux équipes. Et donc c'était le raisonnement plutôt de se dire, ok, il y a cet acteur-là. En plus, le hasard fait qu'ils sont autrichiens comme nos fondateurs, et le hasard fait que dans pas mal de pays, on a des bureaux vraiment aux mêmes endroits. Donc il y avait vraiment un fit à la fois culturel, en termes de tech, entre nos équipes, et ça a très vite très bien fonctionné. Et donc le raisonnement a été assez rapide. On s'est dit, ok, eux, ils font le travail, ils ont les bons niveaux de réglementation, donc en Autriche, mais aussi en France, et dans les différents pays. Et donc du coup, on s'est dit, ok, banco, on travaille avec ces gens-là. Et surtout l'intérêt, c'est qu'on est capable de se lancer beaucoup plus rapidement. Si on devait lancer notre propre infrastructure, c'est plutôt en année qu'il faut raisonner, alors que là, c'était vraiment un sujet de quelques mois. L'intégration était extrêmement rapide et ça nous permet surtout, nous, d'avoir un acteur qui est super solide, qui est réglementé derrière. Mais par contre, on s'occupe de toute la partie front-end et une partie réglementaire, bien entendu, qui fait que le client, en quelques clics, il a accès à son service. Et surtout, ce qui est important pour nous, c'est de mettre notre touche dans le service. C'est pas simplement de donner accès à des cryptos. Je ne vais pas dire tout le monde peut le faire. Il y a déjà un certain niveau de réglementation. Mais surtout, on voulait faire avec la touche N26. Qu'est-ce que c'est la touche N26? C'est faire de façon extrêmement simple pour le client. Donc, c'est seulement quelques clics. Nous, on s'adresse à des clients qui font leur premier pas dans les cryptos. Donc, aujourd'hui, la difficulté. Si tu sais pas par quel bout prendre, il faut regarder les wallets. Souvent, il va falloir faire un KYC. Tu sais pas exactement où, quoi, à qui t'adresser. Là, la réalité, c'est que directement depuis ton application N26, en quelques clics, tu peux acheter directement des cryptos. Donc, tu n'as pas besoin de te poser ces questions-là. Tu n'as pas besoin de faire un KYC. Donc, tout est directement intégré depuis l'application. Donc, si tu veux faire tes premiers pas, tu veux tester parce que tu en as entendu parler, tu veux comprendre comment ça fonctionne, et tu peux tout faire depuis ton application N26. Ok. Et du coup, c'est Bitpanda qui s'occupe aussi de la conservation des actifs pour vos clients, c'est ça? Exactement. Ok. Et l'avantage aussi, j'imagine, de passer par une plateforme, enfin un broker comme Bitpanda, c'est le nombre d'actifs aussi qui peut être proposé aux clients. Parce que c'est le même nombre, ça, que sur Bitpanda. Ah oui, 150 aujourd'hui, on est même à 400 là, donc ils continuent, et c'est tout l'intérêt, c'est-à-dire qu'eux, ils ont un intérêt à faire grossir leur plateforme et à voir aussi tout ce qui se fait de mieux, donc à la fois en termes de conservation, en termes de réglementation, en termes d'offres.
sans que nous, on ait à s'en soucier. Hein. Donc, c'est aussi tout cet intérêt-là. Et comme nous, on leur apporte aussi plus de clients, bah, ça fait aussi grossir leur place. Ok, et du coup, tu parlais de clients qui font leur premier pas dans la crypto. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le profil justement de ces personnes-là qui se lancent dans la crypto? Ouais. Parce que peut-être déjà que votre profil est déjà assez jeune, j'imagine, néobanque. Donc est-ce que c'est... J'aime bien ces idées reçues-là. J'adore ces idées reçues. Pas du tout? Alors, je pense que il y a plusieurs. D'abord, je pense que tu vas dire, ouais, vous êtes une néobanque, donc vos clients, ils sont jeunes, ils sont urbains et ils utilisent N26 pour voyager ou pour acheter de la crypto. T'aurais dit ça, hein? ça, ouais. Ouais. Bah non, pas du tout. En fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nos clients, après on rentrera dans la crypto, hein, mais quand tu regardes nos clients, bah, en fait, c'est un peu monsieur tout le monde. Aujourd'hui, on a 40% de nos clients qui ont plus de 35 ans. Et le segment qui croît le plus rapidement, c'est les clients qui ont plus de 55 ans. Donc aujourd'hui, au contraire, on s'adresse à l'ensemble de la population. La deuxième idée reçue, c'est que c'est un truc d'urbain. Bah non, aujourd'hui, on a des clients dans 15 000 communes en France. Donc vraiment, on est capable, et on n'a pas d'agence. Hein. Donc quand tu compares à un gros réseau d'agences aujourd'hui, c'est assez impressionnant. Et la troisième idée reçue, bah, c'est que les gens s'en servent un petit peu. Non, la réalité, c'est que les clients utilisent N26 pour leurs transactions du quotidien. Donc le transport, le shopping, la nourriture, c'est vraiment les paniers moyens. Si tu compares à ce que tu dépenses toi, ça sera à peu près la même chose. Donc une fois qu'on s'est dit ça, maintenant, qui sont les clients de la crypto? Bah, ils ressemblent aussi beaucoup à ça. Donc pas nécessairement des jeunes. Hein. Donc là aussi, on a 35% de nos clients qui ont plus de 40 ans. Donc c'est assez intéressant de voir que ça s'adresse vraiment à tout le monde. Je crois qu'on a plus de 10% qui ont plus de 55 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est en termes d'âge, on voit que ça s'adresse à tout le monde et ça suit aussi mécaniquement les clients qu'on a chez N26. On a beaucoup, dans les stats, si on veut donner un peu des pourcentages, aujourd'hui, on a 30% de nos clients, enfin des clients, pardon, de crypto qui utilisent la crypto, qui sont des nouveaux clients. C'est-à-dire que c'est des clients qui se sont dit, tiens, je vais ouvrir un compte chez N26 parce que ils ont cette offre crypto qui est ultra simple, c'est beaucoup plus facile. J'ai pas besoin d'aller ouvrir un wallet, comprendre, mettre de l'argent. C'est pas, la plupart sont bloqués, donc c'est simple. Là, en l'occurrence, ils sont passés directement pour ouvrir un compte. Et aussi, on a une stat qui est assez géniale, c'est que tout client qui a commencé à faire une transaction, on sait qu'on a à peu près 50% de nos clients qui ont fait plus de 10 transactions après. C'est-à-dire que dès qu'ils commencent à essayer, on a à peu près la moitié, 40%, et qui vont aller au-delà de 10 transactions, donc qui vont commencer à regarder et devenir s'aguerrir et regarder comment ça se passe. Ok, intéressant ça. Et d'ailleurs, c'est quoi les crypto-monnaies qui sont les privilégiées par vos clients? Alors ça aussi, ça donne un indicateur du fait que c'est des primo-acquéreurs, on va dire ça comme ça, donc beaucoup de Bitcoin, hein, de façon assez intéressante. En France, c'est à peu près 25%, mais quand tu compares en Espagne et en Allemagne, c'est encore plus, genre 35%. Donc tu sens que les Français, du coup, C'est des gènes, quand ouais, même, enfin, ouais, Bitcoin, c'est plus la sécurité, on va dire. ouais, ils vont regarder un peu d'autres choses. Donc, oui, il y a du Dogecoin, il y a de l'Ether, bon, bref, tu vois, tous les classiques, mais vraiment, le gros, c'est Bitcoin. Et tu vois que ça diminue au fur et à mesure parce qu'ils commencent à diversifier, ils commencent à comprendre qu'il y a d'autres choses. Et puis après, ça dépend aussi de ce qui se passe sur les marchés. Après, nous, ce qu'on voit, et on voit que c'est aussi des nouveaux, des personnes qui essayent, parce qu'ils sont beaucoup acheteurs aussi dans les cycles haussiers. Donc, on voit aussi, et vendeurs dans les cycles baissiers. Donc, c'est là où tu vois un petit peu la différence. Mais néanmoins, et c'est là où on essaye de les accompagner. Typiquement, la façon dont on a construit le produit, on ne l'a pas construit juste pour qu'ils puissent y accéder, on l'a construit pour qu'ils voient ça comme comme un outil d'investissement. Et c'est pour ça qu'on a créé, par exemple, la possibilité de faire des transactions récurrentes. C'est-à-dire tous les mois de dire, je vais investir 100, 200, 300 euros, ou 10 euros, ou 15 euros, mais vraiment plutôt se positionner dans une optique d'investissement et d'avoir des investissements réguliers, qui est un peu la best practice. Si on regarde des investissements au sens large, plutôt que de commencer à se poser des questions quand ça monte, quand ça baisse. Ils ont bien entendu toutes les alertes et toutes les notifications, mais on essaye quand même un petit peu de se détacher de ça. Ouais, ouais, donc c'est le DCA pour ceux qui sont les plus expérimentés là-dedans. Ok, et donc tu me disais en off que c'est à peu près 30% des clients N26 qui ont déjà acheté de la crypto, c'est ça? Des nouveaux clients, D'accord, ok. parce qu'on a quand même une grande base de clients, et on voit de toute façon,
la progression est constante. Donc on voit progressivement de toute façon que les clients utilisent les produits au fur et à mesure. Parce que nous, les métriques qu'on regarde, c'est pas seulement que la crypto, hein, c'est la crypto, l'investissement, l'épargne. Et on voit que de plus en plus, un client qui va arriver, qui va dire tiens, je vais ouvrir un compte N26 pour de l'épargne, et ben il va commencer à faire de la crypto ou de l'investissement, du trading ou des ETF. C'est là où je voulais en venir, c'est par rapport au trading, aux ETF, la crypto, ça se positionne comment? C'est devant ou il y a plus de gens quand même qui veulent faire de l'investissement plus traditionnel, ETF, actions ou C'est en train de converger parce qu'on n'a pas lancé les produits au même moment et on a aussi, parce que quand on parle notamment d'achat d'actions et d'ETF, donc c'est déjà un peu plus connu. Et surtout là-dessus, on est encore plus compétitif dans la mesure où on a lancé le produit aujourd'hui sans frais. C'est-à-dire qu'on est la seule banque qui propose d'acheter des actions et des ETF sans absolument aucun frais. Donc là, on voit forcément un effet ça attire beaucoup, mais l'idée, c'est bien entendu, quand on propose les produits aux clients, c'est pas simplement un produit, c'est justement de leur proposer, de la diversification au sens large, donc d'accéder à différents produits. Et donc on voit, et c'est les métriques que nous on regarde, c'est combien de clients, en tout cas plus largement, utilisent 1, 2, 3 produits. Et on voit de plus en plus des clients qui arrivent, par exemple, par l'épargne, qui vont commencer à faire de la crypto et ainsi de suite. Donc c'est ça qu'on regarde tous les jours. Ok. Et on voit quand même de plus en plus de banques s'ouvrir aux crypto-monnaies. Pendant longtemps, ça a été très compliqué. Beaucoup de gens ont vu leur compte fermé. Beaucoup de banques étaient très réticentes à ce que des fonds soient envoyés vers des plateformes d'échange, etc. Comment est-ce que toi, tu vois évoluer ce secteur et comment est-ce que tu expliques aussi cette réticence de la part des banques peut-être plus traditionnelles par Alors, rapport aux crypto? j'ai ma casquette de banquier et c'est important, merci de me poser la question parce que ça permet aussi d'expliquer un petit peu l'envers de la banque et qu'est-ce qui se passe. La réalité, c'est que quand tu es une banque donc réglementée, tu as des obligations réglementaires, notamment de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme. Donc une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que quand tu as des transactions qui partent vers des plateformes, vers des wallets, c'est compliqué quand tu es une banque de savoir, quand il part, à la limite, c'est encore relativement aisé, mais quand l'argent arrive, tu ne sais pas d'où vient l'argent. Donc tu as des obligations de vigilance en tant que banquier qui te coûte beaucoup d'argent en fait, parce que ça veut dire qu'il y a des équipes derrière qui vont regarder ce qui se passe sur le compte, qui vont poser la question aux clients. Je suis sûr que toi, on t'a déjà posé la question et les personnes qui nous regardent, ils ont déjà reçu des demandes de leur banque leur demandant pourquoi, d'où vient cet argent, à quoi ça sert et ainsi de suite. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement coûteuses et obligatoires pour les banques. Et ça explique pourquoi il y a pas mal de banques qui se disent franchement, c'est compliqué, c'est plus simple de ne pas avoir ce sujet-là et d'empêcher de bloquer ou de fermer les comptes qui font principalement ça. Ça a tendance quand même un petit peu à changer avec la régulation. Maintenant, quand une banque voit Binance ou autre, ça fait peut-être moins peur qu'avant. Alors, je ne peux pas parler aux autres. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit une question de peur. C'est une question, quand tu es un banquier, tu es obligé de gérer ton risque et tu as des obligations réglementaires. La réalité, c'est que ça coûte cher aux banques. Et c'est pour ça que la plupart, je parle au sens large, auront tendance à limiter ça. C'est aussi la raison pour laquelle nous, on a structuré le produit avec Bitpanda, où il n'y a pas de wallet, donc ce n'est pas ouvert vers l'extérieur. Les clients, s'ils veulent acheter ou vendre des crypto-monnaies, ils peuvent les vendre et bénéficier, s'il y a des gains, de ces gains-là. Mais l'idée, c'est justement de ne pas avoir cette ouverture vers des wallets extérieurs, qui est la partie notamment problématique, parce que c'est des choses que tu ne peux pas contrôler, notamment en termes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ok. Et est-ce qu'il y a aussi un risque qui peut... Enfin, le fait que les banques soient un peu réticentes, est-ce que ça peut aussi être parce que des clients qui ont envoyé des fonds vers des plateformes d'échange ou ailleurs se sont retournés contre leur banque pour leur dire pourquoi est-ce que vous avez autorisé ce virement vers telle ou telle plateforme? Voilà, ils ont perdu leur argent parce qu'ils ont fait peut-être soit des bêtises ou ils se sont fait arnaquer. Et est-ce que là, il y a un risque pour la banque ou pas de ce Alors, côté-là? c'est aussi une super question. Ce qu'il faut comprendre de manière générale, c'est que les banques, on est un tiers de confiance pour l'argent de nos clients.
Donc quand je dis nous, c'est N26, mais c'est aussi l'ensemble des banques. Donc c'est primordial que l'ensemble des banques fassent un travail, ou en tout cas puissent être en position justement de garder la confiance des clients. Donc là-dessus, ça veut dire, c'est des obligations réglementaires. Donc tu nous fais confiance parce qu'on est une banque. Donc, et c'est pour ça que tu vois des acteurs qui commencent à aller vers cet aspect de la réglementation. Mais on a aussi des obligations envers le client. Et ça, c'est aussi la loi. On ne peut pas, au bout d'un moment, alors tu as le droit de faire ce que tu veux avec ton argent, mais il y a un moment où si tu fais n'importe quoi, on a aussi des obligations de vigilance en termes de banque, de protection de la clientèle, de ne pas te laisser faire n'importe quoi. Donc il y a un juste équilibre qui n'est pas facile entre les deux. Oui, on aimerait bien laisser tout le monde faire ce qu'ils veulent, mais tu ne peux pas gagner des deux côtés en tant que client, dire bah, je veux faire ce que je veux, mais s'il y a un problème, c'est vous qui êtes responsable. Donc et nous, on est de l'autre côté où on essaye aussi de trouver cette espèce de juste équilibre. Quand je dis nous, c'est les banques en général. Et donc c'est pour ça que ce qui est important, c'est la réglementation. Donc nous, c'est plus facile, quand je dis nous, encore une fois, c'est les banques, de se dire, OK, il y a un acteur en face qui est réglementé, plutôt qu'il y a juste une plateforme à Malte, à Hong Kong ou autre, dont on n'a jamais entendu parler, ou qui n'est pas réglementé de la même façon. Si tu as un acteur qui s'appelle Bitpanda, qui est réglementé en Autriche, mais qui a toutes les licences qu'il faut en Europe, c'est pas la même chose comme contrepartie que des acteurs que tu connais pas nécessairement. Donc c'est pour ça aussi, et c'est assez clé au sens large de créer cet écosystème réglementaire. Alors en Europe, on a été très fort sur la réglementation, on a commencé tout de suite par la réglementation, mais c'est important en termes de confiance des clients, justement pour s'assurer que les clients, avec leur argent, ne va pas sur des plateformes comme il y a 5-6 ans, il y en a encore aujourd'hui, mais disons qu'on est un peu plus dans un écosystème où maintenant, les choses étant réglementées, on peut avoir beaucoup plus confiance, notamment pour tous les acteurs européens. Ok. Mais oui, ça, parce qu'il y a eu aussi, un peu plus récemment, je crois que c'était en fin d'année dernière, cette annonce comme quoi les personnes devaient être propriétaires des portefeuilles vers lesquels ils allaient rediriger leurs crypto-monnaies pour les plateformes d'échange. Donc ils allaient devoir indiquer, oui, je suis bien le propriétaire de ce portefeuille vers lequel je redirige les crypto-monnaies. Pour en fait un petit peu la même raison, je pense, parce que des gens certainement se retournaient vers les plateformes de crypto-monnaie parce qu'en fait elles avaient envoyé leur argent vers un wallet qui n'était pas le leur et donc se retournaient vers elles. Ça, c'est un grand classique. D'ailleurs, c'est pas que lié aux crypto-monnaies, hein. Il y a malheureusement beaucoup de fraudeurs qui essayent de vous faire croire que vous envoyez de l'argent à vous-même, mais en fait, l'argent part ailleurs. Donc oui, ça, c'est des grands classiques, et encore plus malheureusement avec les cryptos, parce que tu peux pas récupérer ton argent après. Donc ouais. Ouais. Et là-dessus, tu penses que à terme, il y aurait potentiellement un écosystème plus grand, parce que là, on reste dans l'écosystème, on va dire, N26, c'est-à-dire que les cryptos ne sortent pas, elles restent là, tu peux les acheter, tu peux les vendre, mais à terme, tu penses que peut-être il y aurait un écosystème un peu plus large, avec peut-être d'autres acteurs qui sont régulés, vers lesquels on pourrait envoyer nos crypto-monnaies, peut-être pour les faire travailler, ou pour les envoyer quelque part ailleurs, et ensuite les faire revenir uniquement sur N26, ou en tout cas les faire naviguer entre un écosystème de quelques acteurs comme ça qu'on juge fiables? Aujourd'hui, des choses, on regarde beaucoup de choses, hein, bien entendu. Les choses ne sont pas décidées, mais oui, l'objectif, c'est de manière générale, c'est de créer ces espèces nous on appelle ça du close loop, mais de manière générale, où on sait où est l'argent, et donc du coup, mécaniquement, c'est beaucoup plus facile de proposer d'autres choses. Donc il y a encore, c'est pour ça que on voit qu'on est vraiment encore au début de l'histoire des cryptos, l'histoire d'N26 avec les cryptos, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais ça va dépendre aussi des différents stakeholders, hein, donc Bitpanda, mais aussi les différents acteurs de l'écosystème, en tout cas en Europe, où on va être capable de connecter de plus en plus d'acteurs sur ces sujets-là. Ouais. Et on en parlait en off, mais on voit de plus en plus d'acteurs vraiment crypto-natifs, donc comme on disait, des Kraken, des Circle, des Coinbase, qui commencent à demander des licences bancaires voilà, dans certaines zones. Comment est-ce que toi tu vois cette chose-là? Est-ce que c'est en fait inévitable que ces acteurs-là vont se réguler et vont proposer en fait des services beaucoup plus larges et financiers à tous leurs utilisateurs, parce que la crypto en fait est une porte d'entrée pour eux, ils vont pouvoir aller toucher le monde, enfin la quasi-totalité des gens.
Et est-ce que ça vous fait peur un petit peu de vous dire que de nouveaux acteurs comme ça arrivent et vont proposer peut-être à terme les mêmes choses que vous? Alors, à titre pas que personnel d'ailleurs, je trouve que c'est génial qu'il y ait différents acteurs qui arrivent et qui se mettent au même niveau en termes de réglementation. Pourquoi? Bah parce qu'à la fin, c'est le client qui en bénéficie, c'est le client qui est protégé. Donc là-dessus, je pense qu'on peut que se féliciter justement d'avoir des acteurs qui étaient des pure players qui commencent à se dire, OK, il va falloir finalement que je me mette au niveau des différents acteurs en termes de réglementation. Donc là-dessus, c'est vraiment génial. Je sais que beaucoup de personnes considèrent que la réglementation, c'est un jeu de contraintes. Je dis clairement, oui, c'est des contraintes, mais c'est aussi ça qui fait que les clients peuvent avoir confiance dans leur banque, dans leurs fonds, dans la protection de leurs fonds. Donc ça, c'est quelque chose qui est primordial. Et c'est vraiment génial là-dessus que les différents acteurs se posent ce type de sujet. Après, est-ce qu'on est en compétition directe? Non. Nous, ça fait déjà 10 ans qu'on s'est lancé sur le métier de la banque et il y a encore beaucoup d'autres choses à faire. Donc non, on n'est pas en compétition. Au contraire, ça va permettre, de développer encore plus l'écosystème. Tant mieux s'il y a une compétition en termes d'innovation. Mais aujourd'hui, passer de pure player à de la crypto à attaquer le monde de la banque, il y a encore de la marge. Je dis pas que c'est pas possible, je dis juste que nous, en 10 ans, on a à peine commencé à gratter ce qu'on aimerait faire et on est aussi une boîte de tech, hein, mais il y a beaucoup de sujets. Donc, est-ce qu'à la fin, ça convergera? Probablement. C'est-à-dire que tu auras probablement un monde avec des acteurs traditionnels qui ont réussi à passer un peu dans le digital, des acteurs comme nous qui commençons à avoir une taille importante, même par rapport à des acteurs traditionnels. Et pourquoi pas, oui, des acteurs qui viennent de la crypto, qui ont commencé à avoir leur propre licence et se développer. Mais il y a encore un petit peu de marge là-dessus. Je pense on a encore au moins 5 ou 10 ans avant d'en arriver à ces positions-là. Ouais. Ok. Parce que c'est vrai que le secteur bancaire n'a pas non plus, enfin, énormément évolué. Il y a beaucoup de banques qui ont eu du mal à prendre le tournant du digital, du numérique. Et puis quand on voit le système bancaire de manière un peu plus classique, c'est vrai que quand on est dans l'écosystème crypto, on a tendance un petit peu à se moquer alors du système plutôt financier traditionnel, les virements qui ne passent pas le week-end de Pâques, ce genre de choses-là. Euh, euh, Là-dessus, bon, ça a quand même tendance un peu à évoluer. Peut-être que tu pourrais nous en dire un peu plus avec les virements instantanés, qui quand même fonctionnent assez bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de se faire, entre guillemets, disrupter par ces nouvelles technologies-là? Et c'est aussi peut-être pour ça que les banques, de toute façon, traditionnelles, vont pas avoir le choix que de se tourner vers ces technologies-là, même si en fait, ça fait déjà pour certaines plus de 10 ans qu'elles travaillent là-dessus. Je pense à de la BNP Paribas, du Natixis, même de la Société Générale. Ça fait déjà très longtemps qu'ils ont des projets pilotes. Mais au bout d'un moment, ils vont devoir s'y mettre pour de bon et proposer ce type de service-là. Ouais, bien sûr, il y a forcément une convergence. Je me souviens quand j'ai commencé il y a 10 ans, enfin il y a 8 ans, on nous prenait pour des ados un peu turbulents, mais on nous regardait, les choses vont pas changer. Alors forcément, j'étais là pour faire bouger les choses. Eux, ils nous disaient de toute façon, les choses bougeront pas. La réalité est un peu entre les deux, c'est-à-dire que les choses ont commencé à bouger et tu vas avoir un phénomène d'accélération et tu le vois aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps où il y a à peu près 25% des revenus des banques traditionnelles qui sont en risque pur parce qu'il y a des nouveaux acteurs à la fois de la néobanque, mais pas que ça, hein, parce que du coup, il y a aussi l'échelle de valeur quand tu regardes un peu sur les pure players, sur l'investissement et du coup, les cryptos, ça commence à devenir un enjeu, mais il n'y a pas que enfin, pas que les crypto-monnaies, hein. Je pense qu'il y a pas mal de sujets. Tu regardes avec Circle qui commence justement à avoir des vrais use cases en frontal avec les banques. Oui, ça va tailler dans leurs revenus. Oui, ils sont obligés de se poser des questions. Et maintenant, ils commencent à vraiment adopter ces sujets-là. Donc, tu vas avoir une convergence à un moment ou à un autre. Je suis surpris qu'il n'y ait pas déjà plus de M&A. Alors, je pense que d'un côté, tu as quelques acteurs traditionnels qui vont avoir du mal à passer le cut du digital.
Mais de l'autre côté, je ne serais pas surpris qu'il y ait un peu plus de convergence, soit en termes de M&A ou un peu plus proche sur des vrais cas d'usage. Et tu le vois, c'est important de regarder typiquement ce que fait BlackRock et certains acteurs, où ils commencent à pousser vraiment ces sujets-là sur la tokenisation, sur des vrais produits. Et donc là, on commence à y être. Ils le font pour pas rater le train. Est-ce que tout va basculer? Pas pour le moment. Mais on voit, ça y est, que le train commence à être en route. Il commence à regarder. Forge aussi. En plus, je pense que c'est cool. En France, on a quand même des vrais acteurs qui, avec un peu de chance, vont faire partie des leaders mondiaux de ces sujets-là. Donc c'est une super opportunité. Donc tu vas avoir une convergence aussi, ouais, dans les prochaines années. Mais la banque, c'est un temps long, hein. C'est-à-dire que, désolé d'avoir l'air vieux maintenant et de dire ça, parce que on est là pour secouer les choses et faire les choses rapidement. Mais la banque, c'est un temps long parce que c'est réglementé, parce que tu es obligé d'avoir des exigences. Tu peux pas avoir, désolé du mot, mais tu peux pas avoir des fuck-up dans la banque. Il faut que ça marche 99,99% du temps et le 0,0001, c'est quand tu fais de la maintenance. Donc tu es obligé aussi d'avoir des standards qui sont pas les mêmes et c'est pour ça que ça prend aussi du temps. Ouais. Tu parlais de M&A, donc toi, tu verrais bien des banques acquérir des plateformes d'échange crypto ou en tout cas des sortes de fintech crypto à terme, ça t'étonnerait pas? Ah bah bien sûr, je pense que là-dessus, ça fait partie, et tant mieux, enfin, j'espère que tout l'écosystème arrivera à passer le cut et on commence à y arriver à devenir une vraie classe d'actifs. Oui, il y a clairement des besoins, et il y aura de plus en plus de besoins sur ces choses-là, et de toute façon, les acteurs ne seront pas capables de le faire en interne. Donc peut-être que tu commences à avoir des choses qui se développent, hein. Il y avait les annonces de Sopra hier ou avant-hier qui commençaient à se dire, bah, nous, on va commencer à proposer des briques aux différentes banques. Donc tu vois que l'écosystème commence à se développer. Donc oui, tu vas avoir des gens qui vendent des pelles, d'autres qui vont avoir qui vont racheter carrément des boîtes. Ça, c'est évident que dans les prochains, pas mois, mais au cours des 2 ou 3 prochaines années, il va se passer des choses. Ouais. Ouais, puis on a eu aussi deux annonces là, ces derniers mois. On a eu Coinbase qui rémunère les dépôts en USDC sur leur plateforme à 3 et quelques pourcents. Et on a PayPal aussi qui va rémunérer les détenteurs de leur stablecoin, donc le PYUSD, à 3,7% aussi. Ça aussi, ça risque de faire beaucoup de mal aux banques si les gens voient qu'ils peuvent gagner un pourcentage plus intéressant qu'un livret A, plus intéressant que même sur du dépôt de compte courant. Ça risque de chambouler aussi pas mal de choses. Alors oui, oui, c'est un vrai sujet, parce que typiquement la rémunération des dépôts, c'est un sujet qu'on a regardé N26 et je pense qu'on a déjà fait bouger le marché dans pas mal de pays européens où le standard des banques traditionnelles, c'est de pas rémunérer les comptes. Donc ça, c'est des choses qu'on a lancées nous-mêmes avec l'épargne, où aujourd'hui, tu peux avoir ton compte qui est rémunéré et ton argent est disponible, hein. C'est-à-dire que c'est pas ton argent est bloqué, c'est vraiment ton argent est disponible et tu as accès à cet argent-là. Bien sûr, c'est génial qu'on soit aussi capable de le faire sur de l'USDC et sur les stablecoins. Et par définition, de toute façon, tant qu'il y aura une inflation élevée ou qu'il y aura des sujets de stacking et autres, bah oui, ils pourront s'en servir et rémunérer, et tant mieux d'ailleurs. Après, bon, heureusement, malheureusement, on est en Europe, donc évidemment, tout ça n'est pas disponible. En tout cas, pour tout ce qui est stablecoin, rémunération en USDC, c'est pas disponible pour les utilisateurs européens. Pour le Pour le moment. moment, les choses. On va voir. Je pense que ça va être intéressant de regarder la réglementation américaine. C'est-à-dire que nous, on arrivé avec la réglementation. Maintenant, les Américains, ils se sont dit, OK, il y a un vrai business. On va voir ce qu'ils vont être capables de proposer. Et il va falloir que l'Europe aussi s'ajuste là-dessus, hein. Voilà, ça va arriver bientôt d'ailleurs avec le Stable Act là, qui est en train d'être finalisé aux États-Unis pour la réglementation vraiment dédiée aux stablecoins. C'est marrant, hein, quand ils veulent des choses d'un seul coup, parce qu'on en discutait, je sais plus, il y a 2 ans à Biarritz. Ouais. On disait, bon, les Européens, les Américains, le jour où ils vont commencer à comprendre qu'il y a du business, ils vont s'activer. Bah, ça y est, c'est ce moment-là, entre maintenant et dans 6 mois, les choses vont aller à une vitesse incroyable. Et même quand ils n'avaient pas régulé, enfin, quand on le voit, les stablecoins dollars, c'est 320 milliards, non, 230 milliards, pardon, de dollars de capitalisation. Stablecoin euro, on est à 330 millions, on est 1000 fois plus petit, on a déjà perdu un petit peu cette bataille-là. Ça, je suis pas tout à fait d'accord. Attendons de voir un petit peu. Alors, personne ne peut prévoir ce qui va se passer dans le monde aujourd'hui, clairement.
Mais je pense que l'euro, de manière générale, va avoir de plus en plus d'importance dans les prochains mois et prochaines années au regard de ce qui se passe dans le monde. Et du coup, les stablecoins qui vont avec aussi là-dessus, je pense que c'est juste, il y a un petit peu d'effet de retard parce que mécaniquement, le marché américain est cité, je sais pas, en Amérique latine, oui, tu vas acheter du dollar et tu vas pas te dire je vais acheter de l'euro, mais à un moment ou à un autre, tu vas quand même avoir un rattrapage. Est-ce qu'on ne sera pas 1000 fois plus Mhm. petit, mais il va y avoir clairement un rattrapage, Ouais. C'est ça j'imagine. qu'il y avait une initiative, il y a là où on tourne un vendredi, mais il y a 2 jours, je crois que c'est ING qui a annoncé aussi qu'il travaillait sur un stablecoin il y a quelques jours là-dessus, donc Pas il y a eu une initiative là-dessus. Donc ça commence à se développer, mais on voit qu'il y a un peu deux camps qui s'affrontent entre l'euro numérique de la BCE et des initiatives privées autour des stablecoins. La BCE qui veut pousser son euro numérique, alors pourquoi? Parce que peut-être ils se rendent compte qu'ils ont perdu un peu la bataille ou la guerre des stablecoins et donc ils veulent privilégier ça. J'ai jamais Ou compris. alors, je sais pas ce que t'en penses. J'ai honnêtement jamais, il faudrait que je me renseigne, mais j'ai jamais vraiment perçu pourquoi la BCE poussait ça. Mais Parce que du coup, euro numérique, si j'ai bien compris, les distributeurs de l'euro numérique seraient des banques. enfin, Mais avec une limite de 2 à 3 000 euros, je crois, par compte euro numérique, etc. j'ai toujours pas trouvé Mais le vous, use vous case. travaillez là-dessus, enfin, parce que Christine Lagarde avait annoncé lancer ça en octobre 2025, vouloir lancer ça en octobre 2025. Évidemment, ce sera jamais lancé en octobre 2025. Mais vous avez une idée de comment ça se matérialiserait? Non, Aucune. non. Mais, il doit probablement y avoir des livres blancs et des guides de comment on fait, mais on n'y est pas du tout. Aujourd'hui, c'est pas du tout un sujet, en tout cas chez nous. Et de toute façon, ces sujets-là, pour nous, c'est assez facile. Le jour où on nous explique ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, forcément, on est capable d'exécuter. On est une boîte de tech, ça va beaucoup plus rapidement. Ça, pour nous, c'est ultra facile. On attend juste, et c'est aussi la façon dont on raisonne. On pourrait faire plein de choses, mais nous, nos sujets, c'est qu'est-ce qui est prioritaire pour nos clients, Aujourd'hui, on n'a pas du tout ces demandes-là. Si ça devient une obligation réglementaire, on le fera, mais aujourd'hui, c'est pas du tout les Vos sujets. clients, ils n'en parlent pas du tout. Personne, Non. les zéros, vraiment, si demain on a un tiers de nos clients ou même 10% de nos clients qui viennent nous en parler, bien sûr que on le fera, et notre vocation, on a vocation à être pionnier sur tous ces sujets-là, hein, depuis 7-8 ans. Tu regardes tous les sujets qui touchent à la banque, on a été pionnier, hein, que ce soit l'Apple Pay, Google Pay, on est les premiers à avoir lancé les cartes entièrement digitales avant même d'avoir reçu ta carte. C'est-à-dire que pendant le Covid, il n'y avait plus de poste, nous, tu pouvais activer ton compte avec ta carte parce que tu ne recevrais jamais par la poste. Et on continue à innover sur l'ensemble de ces sujets-là. Donc si on en arrive, oui, oui, on le fera. Mais c'est pas du tout dans les cartons. En tout cas, c'est pas du tout ça fait pas partie des gros sujets urgents et demandés par les clients. Ouais. Ok. Et j'aurais bien aimé avoir ton avis aussi sur la finance décentralisée. Je ne sais pas si c'est un sujet que tu suis un petit peu à titre personnel ou à titre professionnel. Est-ce que toi, tu penses qu'à terme, les banques proposeront peut-être des produits d'investissement basés sur cette finance décentralisée-là, peut-être avec des taux de rendement un peu plus élevés que ce que peuvent proposer des livrets un peu plus classiques? Est-ce que ça, vous avez des demandes, vous, de vos clients là-dessus, de produits peut-être un peu plus rémunérateurs en crypto? Pas encore. Encore une fois, les personnes, enfin nos clients, c'est plutôt des personnes qui cherchent à découvrir. Donc on est vraiment plutôt, c'est plutôt l'approche inverse. C'est plutôt comment est-ce qu'on est capable de réassurer un client en lui disant, regarde, ça c'est des choses connues, les bitcoins, Solana et autres, ça c'est des choses que tout le monde connaît. Donc on est plutôt dans cette phase, dans cette partie-là. Sur la partie défi, on verra après. Là, on va rentrer dans les opinions personnelles. Mais pour le moment, on n'a pas ces demandes-là. Et de toute façon, après, il faut que les rendements ils soient basés sur quelque chose de réel. Après, est-ce qu'il y a des vrais use cases en termes de business et de produits à développer? J'en suis persuadé. Je pense qu'il y a encore plein de projets, plein de choses qui peuvent aider la finance, qui sont pas encore développées.
Mais on a encore, je suis même surpris à titre personnel que c'est pas été plus vite, qu'on n'ait pas des use cases qui soient pas rentrés un peu plus dans l'utilisation plus large. Mais là, on est encore vraiment encore au début, donc je vois pas ça dans les prochaines années, malheureusement. J'aimerais, à titre perso, et je pense qu'il y a des choses à faire. Mais là, on est plutôt dans la première phase de les personnes, enfin les clients au sens large commencent à découvrir ce que c'est que les cryptos. Hein. N'oublie pas qu'il y a 4-5 ans, les personnes ne savaient même pas ce que c'était que les cryptos. Donc là, les clients savent ce que c'est que les cryptos. Maintenant, ils commencent à investir dans les cryptos, avoir des produits un peu plus structurés, un peu plus. Là, c'est l'étape encore après, et pas avant 4 ou 5 ans, je pense. Ok. Parce que tu en parlais juste avant un petit peu avec BlackRock aussi, qui Ouais. commence à rentrer dans ce secteur-là, et notamment dans tout ce qui est actifs tokenisés, donc RWA, et finances décentralisées DeFi qu'on va un peu regrouper. On pense notamment aux bulles de BlackRock, qui vont générer du rendement grâce à de la tokenisation de dettes, etc., de bons du trésor américain. Est-ce que le fait qu'il y ait des acteurs comme ça bien établis qui se lancent, ça vous rassure, vous, et surtout ça peut vous permettre de développer des produits basés sur ce que eux proposent? Alors, nous, de manière générale, on croit dans tout ce qui est digital, tous ces sujets-là. Donc, ça là-dessus, on n'a pas de problème. Mais je pense que c'est important en termes d'écosystème qu'il y ait des acteurs majeurs. Donc, notamment, bah, oui, BlackRock, c'est les plus gros. Et donc, ils ne peuvent pas se permettre de rater le train. Mais le fait qu'ils le fassent eux-mêmes, ça va aussi avoir cet effet d'entraînement. C'est là où les Américains sont forts aussi sur ces sujets-là. Donc c'est important, et il y a des vrais cas d'usage. Hein. J'étais en train de regarder vraiment là-dessus. Eux, s'ils le font, c'est parce qu'ils pensent que, en termes de commercialisation, toutes ces choses-là, c'est utile, et c'est probablement le futur sur pas mal de fonds. Donc tant mieux. Après, je crois que le ticket d'entrée est à 5 millions de dollars, donc ça s'adresse quand même à des investisseurs plutôt institutionnels. Mais ouais, une fois qu'on s'est dit ça, il y a des opportunités. Plus ça va être structuré comme ça, plus bah, on va être capable de pouvoir proposer ça à nos clients. Aujourd'hui, on a déjà, donc pas via la partie crypto, mais la partie plus enfin, action ETF, on propose des fonds. Donc, on propose des fonds. Et puis, justement, ces fonds vont se développer à la fois soit tokenisés, mais aussi simplement parce ils sont basés sur des cryptos. Bah, on va pouvoir les offrir à nos clients. Donc oui, il y a un vrai, il y a des vrais cas d'usage, et à la fois sur la technologie, mais aussi sur le sous-jacent, donc avoir les actifs. Là, on a de plus en plus de demandes de nos clients. Donc si on peut avoir des fonds structurés sous forme d'ETF, on serait heureux de les proposer à nos clients. Ouais. Ok, super intéressant. Et c'est quoi un peu les prochaines nouveautés, ou en tout cas, qu'est-ce que vous... Alors, sans que tu nous donnes la roadmap complète de N26 dans les prochaines années, mais est-ce qu'à terme, on pourrait imaginer pouvoir payer en crypto avec sa carte N26, ou d'autres manières d'investir, que ce soit en crypto ou sur d'autres actifs? Je vais me faire gronder si je raconte le futur. Non, je pense qu'aujourd'hui, la réalité du paiement crypto, c'est que c'est finalement pas une demande. Il y a des vraies contraintes, en fait, si tu veux pouvoir payer en crypto. Je pense que tout le monde les connaît. Hein, c'est être capable d'exécuter la transaction de façon irréversible ou de façon extrêmement rapide. Aujourd'hui, déjà, il y a très peu de protocoles qui sont capables de gérer la charge, hein, en termes de nombre de milliers ou de millions de transactions qu'il faut exécuter. Donc là-dessus, on sent on n'y est pas encore. Néanmoins, si les acteurs, et je pense que là, il faut plutôt regarder Mastercard, Visa, ce qu'ils ont dans les tuyaux. Je pense que si ces acteurs-là s'y mettent, bah oui, bien entendu, nous, on sera les premiers à le proposer et l'intégrer. Surtout sur les sujets de paiement, là-dessus, on est plutôt en avance de phase. Donc, si structurellement, mais ça, c'est une question vraiment d'industrie ou de marché, hein, parce que tu peux pas simplement avoir un acteur qui propose des paiements, il faut avoir tout le paiement de bout en bout. Si on est capable, enfin, si d'un point de vue industriel, c'est des choses qui commencent à se structurer, on sera heureux de pouvoir le proposer. Ouais. Merci beaucoup, Jérémy, pour toutes ces explications. Et puis, on va suivre avec attention les prochains développements de N26. Génial, merci beaucoup. Merci à toi.